En 1850, Napoléon III est empereur de France. Il déclare « Paris est le cœur de la France. Mettons tous nos efforts à embellir cette grande cité, à améliorer le sort de ses habitants. » L'empereur a l'ambition de moderniser la France. Il va alors demander à un certain Haussmann d'embellir Paris. Haussmann est le fils d'un intendant militaire de Napoléon Ier. Il naît en 1809 et il présidera aux énormes changements que va subir Paris pendant 17 ans, de 1853 à 1870, notamment grâce au soutien inconditionnel de Napoléon III. Il va décéder à Paris en 1891 dans le 8e. Parmi les villes dont s'attaque Haussmann, on peut compter Marseille, Bordeaux et Lyon, mais surtout Paris, où il doit refléter la modernité et le prestige de l'Empire. Sous la devise Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini, il va imposer le style haussmannien. Entre 1853 et 1868, c'est environ la moitié des maisons de la capitale qui vont être détruites pour être remplacées par des immeubles, comme on peut le voir derrière nous. En 1850, Paris est une ville industrielle de plus d'1 million d'habitants. La plupart de ces habitants sont des ruraux fuyant les campagnes pour se rapprocher des emplois français. Cela crée un manque d'espace habitable. Cette croissance démographique dépasse les capacités de construction et de logement. Cela crée une surpopulation dans des petits espaces. À cette époque, on dit que Paris, c'est une ville malade. Les Parisiens vivent souvent dehors à cause des conditions d'habitation épouvantables. La plupart des rues sont étroites, ce qui rend le domicile sombre et humide. Il n'y a pas d'eau potable. Les gens sont approvisionnés par des porteurs d'eau. Rambuteau, préfet de la Seine entre 1833 et 1848, a bien fait installer quelques bornes fontaines, mais le nombre reste insuffisant. La capitale ne dispose pas non plus d'égouts à part quelques kilomètres qui sont trop étroits. Si la bourgeoisie loge dans des hôtels particuliers du faubourg Saint-Germain et du Marais, le peuple vit par bien des aspects comme au Moyen-Âge. Sur l'île de la Cité, on jette des eaux usées dans la cour. Les escaliers sont parsemés d'excréments. Les gens balancent leurs seaux de déjection par la fenêtre. Compte tenu de ces conditions d'hygiène, les microbes profilèrent en 1832 une violente épidémie de choléra décime plus de 18 000 habitants en 6 mois. Une autre, en 1849, en tue 16 000. La circulation est rendue difficile par le manque d'axes de transport. L'eau potable provient de l'Ourcq, rivière affluente de la Marne, et des machines à vapeur extraient de la Seine une eau insalubre. La circulation était principalement composée de piétons et de chariots tirés par des chevaux. Ces avenues sont petites et étroites. La ville de Paris avait des moyens de circulation désorganisés et pas cohérent. Les rues de Paris étaient souvent animées par des activités commerciales, avec de nombreux marchands ambulants et marchés occupant les trottoirs et même les chaussées de débris et de divers obstacles. Tous ces événements entravent la circulation fluide des personnes et des marchandises. Paris est une ville sale, traversée par des rues étroites, insalubres et mal éclairées. Loin de l'image que l'on se fait d'une capitale politique, les immondices s'entassent au coin des rues des Champs-Élysées, sont un grand marécage, et le manque d'éclairage adéquat dans certaines parties de la ville rendait les rues sombres et potentiellement dangereuses la nuit, facilitant les activités criminelles. Tandis que les villes elles-mêmes étaient également le théâtre de vols, d'escroqueries et d'autres délits, les années 1850 ont été marquées par des tensions politiques et sociales à Paris. Des émeutes et des manifestations étaient parfois organisées, souvent en réponse à des problèmes économiques ou politiques. La sécurité à Paris reposait en grande partie sur la présence de la police, mais les forces de l'ordre étaient souvent sous-effectifs et confrontés à des défis pour maintenir l'ordre dans une ville en pleine croissance.
Napoléon a l'ambition de transformer Paris. Paris qui est une ville médiévale dans un monde où l'industrialisation prône. Il cherche d'une part à embellir l'image de son empire et à l'assainir. Car, en effet, dans les années 1830, Paris a connu une épidémie de choléra. D'autre part, il veut en faire une ville politique, moderne et attractive en Europe. Napoléon cherche donc l'homme de la situation afin de faire aboutir son grand dessein qu'il a pour Paris. Et il va donc se reposer sur Haussmann, le préfet de la Seine. Haussmann va donc s'exécuter à la tâche. Ces travaux sont connus sous le nom de révolution haussmannienne. Pour ces travaux, tout d'abord, on annexe 12 communes limitrophes de Paris. Ces communes sont contenues entre Paris intramuros et les fortifications de 1840. Paris gagne 350 000 habitants et sa superficie s'accroît de 40%. Ces annexions font l'objet d'un décret impérial remis par Napoléon III à Haussmann le 16 février 1859. Paris passe de 12 à 20 arrondissements. Puis, du point de vue des infrastructures, on détruit en tout plus de 20 000 bâtiments, on démolit et reconstruit des quartiers entiers afin de créer une meilleure circulation. On rénove les gares, telle la gare Saint-Lazare. On trace de larges boulevards pour relier les monuments et les symboles de l'Empire entre eux. Et la place de l'Opéra sous son plus beau jour. On bâtit des ponts, comme le pont au Change, ici présent, qui est orné de ces N napoléoniens. Et on construit des bois comme le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et oui, c'était dans les projets de Napoléon III de construire des bois autour de Paris. Nous voilà ici, dans le bois de Boulogne. Pendant les rénovations, 3 mots d'ordre. Aérer, unifier, embellir. Aérer. Autour des rues de Paris et autour des places, on plante des arbres. Mais aussi la construction d'un système d'approvisionnement en eau et un système d'égout dont Paris manque cruellement. Unifié. En effet, Haussmann créait des voies pour relier les différents quartiers de la ville et créer un ensemble urbain. Par exemple, une des priorités était de relier les gares qui ont été placées par l'initiative privée de façon anarchique. Les liaisons ferroviaires entre les régions françaises passent par Paris, et donc par ces voies de circulation. Les nouvelles avenues permettent également d'atteindre certains quartiers qui, isolés, étaient une menace insurrectionnelle pour le pouvoir impérial. Pourtant, on ne peut prétendre cependant que cela soit la motivation principale de ces travaux commandés par l'empereur. Embellir. On dégage des places, on les nettoie et on met en valeur les monuments. Ces projets sont alors portés par le fait que Paris doit devenir plus accessible. Le 20 décembre 1853, la commission fait état des projets de l'empereur. Et on dit qu'il s'agit de faciliter le transport des hommes, des marchandises, de l'armée et de la police au sein de Paris. Et c'est ainsi que Napoléon III souhaite que de larges artères principales aboutissant aux gares soient ouvertes pour faciliter les déplacements dans la capitale. Sur cette carte, nous pouvons voir l'ancien Paris en rose, les communes annexées en jaune, les bois en vert et surtout les nouveaux tracés des routes en rouge. Haussmann planifie la construction de nouveaux quartiers commerciaux et d'affaires tels que le quartier de l'Opéra pour centraliser les activités économiques et réduire la congestion dans d'autres parties de la ville. Haussmann construit des ponts pour relier les deux rives de la Seine et pour faciliter le transport de marchandises et d'hommes. Haussmann a aussi fait construire des galeries souterraines sous tout Paris afin de décongestionner la capitale. Ici, nous pouvons voir que nous nous retrouvons sous le 7e arrondissement à la place de la Résistance. Et bien sûr, il développe des transports en commun comme le tramway.
la capitale est à l'image d'une ville ouvrière. Mais pourtant, c'est là-bas qu'est le siège effectif du pouvoir impérial et législatif. L'empereur a la sérieuse volonté de rénover Paris pour en faire la vitrine de l'Empire. Le souci du prestige a joué un grand rôle, comme le montre parfaitement la célèbre avenue de l'impératrice, nouvellement avenue Foch, avec ses 140 mètres de large qui conduit les visiteurs étrangers jusqu'au bois de Boulogne, où parade le tout Paris de la fête impériale. Le Paris moderne est un Paris bourgeois, une ville cosmopolite qui attire l'attention de toute l'Europe. On considère le style haussmannien, avec ses grands immeubles en pierre de taille, ses larges avenues, ses balcons en fer forgé et ses parcs comme élégants et en avance sur son temps, ce qui a captivé les Européens en quête de nouveautés et de modernité. Et Paris devient un centre culturel, politique et économique, attirant des artistes et des hommes d'affaires du monde entier. Ces travaux sont très beaux, mais malheureusement, ils sont extrêmement coûteux pour la capitale. Et le baron Haussmann emprunte, il emprunte même beaucoup. En effet, Haussmann a eu recours à des emprunts massifs pour financer ses vastes opérations de rénovation urbaine à Paris. Entre 1860 et 1868, le montant des emprunts est passé de 60 millions à 300 millions de francs, sans compter les emprunts occultes, les taxes spéciales et les investissements privés. Ces fonds provenaient des coffres publics, alimentés par les impôts et les taxes, tandis que les propriétaires fonciers et les investisseurs privés ont également contribué financièrement, que ce soit par le biais de la construction de nouveaux bâtiments ou de la modernisation des quartiers existants. De plus, des taxes spéciales ont été instaurées sur les propriétés immobilières pour aider à couvrir les coûts de réaménagement. Cette stratégie financière ambitieuse a permis à Haussmann de mener à bien ses projets de modernisation et de transformation de Paris, même si pour ça, Paris a été endetté jusqu'en 1914. Ce nouveau Paris s'organise autour de 5 gares. Une partie droite avec la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare de Lyon, et une partie gauche constituée de la gare Montparnasse et la gare d'Orléans. Ces gares donnent des avenues aérées bordées d'immeubles haussmanniens, comme on peut l'observer après les nombreux travaux d'Haussmann. Certaines nouvelles gares sont érigées, comme la gare de Lyon, et d'autres sont rénovées, comme celle du Nord ou Saint-Lazare, afin de répondre aux besoins du chemin de fer qui se développe à grande vitesse sur tout le territoire français. On voit qu'après tous ces travaux, il est possible de traverser la France en moins d'une journée, alors qu'il fallait plusieurs jours, voire des semaines auparavant. Nous sommes actuellement dans le musée de l'égout à Paris. Nous pouvons voir des égouts actuels et du passé. Dans notre situation, il convient de rappeler que le baron Haussmann avait pour mission d'assainir la ville. Pour cela, il a fait appel à Eugène Belgrand, ingénieur des eaux, pour construire un tout nouveau réseau d'égouts. Nous sommes actuellement devant un égout élémentaire, aussi appelé petite ligne. C'est ce qui représente sous nos pieds les égouts avec les canalisations d'eau potable et non potable qui circulent dans tout Paris. Une modification et une création d'un réseau souterrain sur plusieurs étages fait partie de la création des égouts et d'un réseau d'eau potable. Effectivement, dans ces souterrains, nous pouvons trouver pas seulement des égouts et des conduits d'eau potable, mais aussi des bouches d'égouts dans lesquelles les eaux se déversent pour continuer plus loin dans les égouts. Cet immense réseau d'égouts permet la propreté de la ville incomparable à celle de son passé. À l'époque, on parle de Paris comme la Rome du temps présent pour son immense réseau souterrain qui couvre toute la ville. Après les différentes épidémies qui ont frappé la capitale à cause de son manque d'hygiène, le baron Haussmann élabore un plan général d'assainissement pour la ville. L'ingénieur Belgrand va y alors ajouter son génie conceptuel et donner plusieurs objectifs à ces galeries afin d'assainir Paris tout entier. Ces objectifs sont les suivants. Tout d'abord, pouvoir assurer l'évacuation de l'eau pluviale. Deuxièmement, assurer la distribution du service des eaux publiques et privées. Et enfin, pouvoir assurer un système de nettoyage des galeries. L'un des objectifs que nous avons vus précédemment était de nettoyer ces galeries. Pour cela, on utilisait des wagons-vannes comme on peut le voir. Ils ont été mis en place en 1858 et permettaient de nettoyer les sables dans les égouts en avançant avec le mouvement de l'eau.
Toutes ces mesures sont mises en place pour une mission, assurer la salubrité et l'hygiène afin de limiter les épidémies au sein de la capitale. Une des premières mesures réalisées par Belgrand concerne le diamètre des égouts. Effectivement, il doit toujours subsister une couche d'air dans les tuyaux. L'eau dans les égouts doit circuler comme dans un canal. De ce fait, il y a moins de risque d'éclatement, ce qui pourrait fortement endommager la totalité de toutes les galeries souterraines constituent les égouts. L'entreprise du baron Haussmann et de l'ingénieur Belgrand est une véritable prouesse technologique pour l'époque qui va complètement assainir la capitale, comme l'était prévu dans le projet général du baron. Avec Haussmann, Belgrand développa sur 600 km le plus grand réseau d'égouts du monde. Entouré de nombreux experts et sur ordre de Napoléon III, Haussmann lance les travaux à la surface de la capitale. En seulement 10 ans, 25 000 maisons seront détruites pour laisser place à 75 000 immeubles de style haussmannien. Napoléon III impose à Haussmann certaines règles de construction. Les bâtiments ne doivent pas dépasser 6 étages, ils doivent être construits en pierre et doivent faire la taille de la largeur de la rue. Les activités dans ces immeubles sont toujours les mêmes. Au rez-de-chaussée, des boutiques et le concierge. Le deuxième étage est un étage noble et réservé à la haute bourgeoisie. Le 5e étage est constitué d'un balcon qui fait le tour de l'entière façade et les combles sont habités par des familles pauvres. La construction consécutive de ces immeubles forme une rue mûre. Haussmann cherche aussi à embellir la représentation du pouvoir. Pour cela, le palais de justice est totalement rénové, le Louvre est achevé et les Tuileries sont réhabilitées. Il va aussi confier l'édification d'un nouvel opéra à Charles Garnier. Il sera construit en 1862, mais terminé qu'en 1875. L'empereur adorait la botanique. Déjà lors de son exil en Angleterre, il a longuement admiré et étudié les parcs londoniens. Napoléon III, ayant vécu en Angleterre, s'inspire de Londres. On voit apparaître de nombreux squares à l'anglaise, de telle sorte que chaque Parisien soit à moins de 10 minutes d'un espace vert. Si nous observons Paris aujourd'hui, nous observons beaucoup de squares, jardins, parcs et bois. Eh bien, la présence de tous ces espaces verts de la capitale date bien du Second Empire. Sur la volonté de Napoléon III, Paris s'enrichit entre 1850 et 1870 grâce à Haussmann de beaucoup de jardins qui font encore notre admiration. C'est en tout plus de 1830 hectares qui furent créés et réaménagés sous le Second Empire, soit près de 80% des actuels espaces verts de la capitale. Cela correspond à la création de 24 squares, 4 jardins, 4 parcs et 2 bois pour le seul bien-être des Parisiens. Napoléon, qui avait engagé le baron Haussmann afin de modifier Paris, lui-même demanda l'aide d'un ingénieur méconnu, Adolphe Alphand, qui était directeur des services de la promenade et des plantations de la capitale. À tous deux, et avec l'aide bien sûr d'autres personnes, ils créèrent les plus grands parcs, squares et jardins de la capitale que nous pouvons connaître aujourd'hui. Nous nous situons actuellement entre le Louvre et la place de la Concorde, au jardin des Tuileries, anciennement pour le palais des Tuileries de Catherine de Médicis en 1564. Ce jardin était l'exemple parfait d'un jardin à la française. Mais, pour l'usage privé de Napoléon III, ce jardin a été repensé à la manière anglaise, comme les autres parcs et bois squares de la ville. Il va cependant garder la structure classique de ce jardin, bien qu'il y ait fait construire un jeu de paume. Malgré toutes ces constructions et l'usage privé de Napoléon III, une partie que l'on appelle le jardin du Carrousel reste ouvert au grand public pendant toute la durée du 19e siècle. À Paris, on crée des parcs et des jardins pour faire respirer la ville et améliorer l'hygiène. On crée aussi des bois, comme celui de Vincennes ou de Boulogne, dans lequel on se situe.
Effectivement, nous pouvons prendre le bois de Boulogne comme l'exemple parfait dans l'aménagement des espaces verts de la capitale. C'est effectivement lui qui a inauguré la politique d'aménagement par Haussmann et Napoléon III lors du grand changement de Paris. Malgré le grand nombre de jardins, de parcs et de squares qui ont été créés par Haussmann et pensés par Napoléon, le bois de Boulogne reste pour lui sa création personnelle. Après sa création, le bois de Boulogne a eu un succès instantané. Effectivement, il a été vite fréquenté par la haute société. C'était un lieu de rendez-vous en pleine capitale, en nature, pour faire des balades à cheval ou en calèche, de passer de lac à zone plus dense de forêt pour profiter. De plus, cet immense espace vert en capitale offrait un moment de pause et de repos par rapport à la vie quotidienne en pleine capitale, bruyante et fatigante. Avant 1853, la misère urbaine régnait dans Paris. Haussmann, avec ses travaux, devient le porte-parole de la bourgeoisie industrielle. Il crée des gares et des grands axes pour faire circuler les marchandises. Il crée des appartements haussmanniens qui coûtent très cher. Paris devient alors une ville bourgeoise qui se vide de ses classes populaires. On peut donc observer une gentrification. De ce fait, le confort et la modernité haussmannienne profitent aux bourgeois et aux classes moyennes. Les classes populaires sont alors obligées de quitter Paris, chassées par l'élévation du prix des loyers dans la capitale. Elles s'en vont vers ce qui deviendra la banlieue, dans des logements le plus souvent insalubres et sans accès à l'eau. Cet événement radical n'est pas un accident ou une conséquence involontaire du projet du baron Haussmann. Il expliquera même dans une lettre à Napoléon III qu'il faut accepter dans une juste mesure la cherté des loyers et des vivres comme un auxiliaire utile pour défendre Paris contre l'invasion des ouvriers de la province. Haussmann va donc réduire la misère urbaine en la faisant sortir de la capitale, mais sans la supprimer. Avec ces migrations, la capitale pourra s'étendre, mais des banlieues pauvres apparaîtront. C'est bien une révolution haussmannienne qui a changé l'image d'une ville, une ville qui n'était pas à la hauteur pour le monde moderne. La condition de vie à Paris était dure. La ville était insalubre. Elle était en proie à la criminalité. Elle nécessitait les énormes travaux d'Haussmann qu'il avait prévus pour la ville, modernisant l'accès aux gares, modernisant les systèmes d'égouts et surtout en embellissant Paris. Avec ces immeubles haussmanniens qui envahirent la capitale, séparant les classes sociales grâce à leur composition précise, la capitale a radicalement changé en seulement 17 ans. Néanmoins, ces destructions reflètent du problème, parce que des milliers de familles sont désormais redirigées vers les périphéries. Ces grandes avenues qui sont restantes, Paris a désormais changé de paysage. On reproche cependant à Haussmann le coût exorbitant de ces travaux qui ont changé la capitale, qui a endetté la France durant de longues années. On lui reproche aussi la destruction de sites archéologiques et historiques qui étaient dans la ville. Cependant, la ville devient une ville bourgeoise, se vidant de ses classes populaires. Napoléon, lui ayant donné cette lourde mission, lui a donné du pouvoir, mais aussi de grandes responsabilités. Au final, n'est-ce pas les travaux du baron Haussmann qui ont fait de Paris la capitale avec le rayonnement que l'on connaît aujourd'hui?